canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Si vous êtes à Paris, que vous êtes loin, pas très loin du 30 rue Beaurepaire dans le 10e arrondissement, vous devriez certainement connaître depuis au moins 2006 l'endroit qui s'y trouve, une boutique qui s'appelle la boutique Potemkin, qui était à la base une boutique qui vendait des DVD et puis ensuite qui est devenue surtout une maison d'édition et de distribution et aujourd'hui très connue chez les cinéphiles. En tout cas, c'est une boutique moi qui m'accompagne depuis un certain temps. Et aujourd'hui, pour en parler, rien de mieux que celui qui l'a créé, le fondateur, l'un des cofondateurs, mais qui est toujours là, Niels Boisis. Et merci beaucoup en tout cas, Niels, d'avoir accepté cette invitation et de discuter un peu autour de la cinéphilie. En tout cas, comment allez-vous? Merci à vous. Et puis voilà, très, très content d'être là sur cette belle chaîne. Je suis un peu votre travail et vous faites des belles choses. Voilà. Écoutez, merci. Du coup, d'y participer. Voilà. Alors, si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez qu'il y a une question que je pose très souvent à mes invités, que j'ai repiquée à Serge Dadé, qui est la fameuse image marquante, et afin de mieux vous cerner, en tout cas, d'où vient l'origine cinématographique de l'invité. Est-ce que j'imagine que vous avez, vous, une image marquante qui vient de l'enfance et qui aurait peut-être un lien avec le rapport que vous entretenez avec l'image aujourd'hui? Je ne sais pas exactement, justement. Parce que ça serait une image de cinéma ou une image qui sort... Ah non, pas ça, justement, oui. C'est ça, oui, ça peut même être un rêve. Ça peut même être un rêve, donc voilà. Oui, ça en fait, ça serait, disons, ça serait peut-être proche d'un rêve. Je dirais que c'est un objet que m'a offert mon grand-père quand j'étais très petit, qui est un bijou qu'il avait confectionné lui-même et qui symbolise le rêve, justement. Je l'ai perdu, cet objet-là. Ça m'avait rendu très triste. Mais il m'avait dit que cet objet devenait plus puissant quand on le perdait que quand on le possédait. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a suivi pas mal dans ma vie et qui a vraiment symbolisé le rêve et une partie du cinéma que j'aime, notamment l'onirisme et voilà le décalage avec la réalité dans le cinéma. Alors, je suis désolé pour cette comparaison un peu psychologique de bazar, mais ce que vous venez de dire sur le fait que c'est le moment où on le détient plus, mais qu'il est toujours là, c'est encore plus puissant. Moi, alors, ça va peut-être pas vous plaire pour quelqu'un qui vend et qui édite des DVD, mais moi, le rapport que j'ai, nous sommes cinéphiles, vous et moi, mais le rapport que j'ai avec ce qu'on appelle le support physique, il est vraiment très, très différent. Et j'aime bien cette idée finalement de voir un film, même en DVD ou dans une salle de cinéma, et puis ensuite de le perdre et d'attendre finalement qu'il y ait un concours de circonstances, que je retrouve ce DVD un jour, en fait de ne pas le détenir. Je ne sais pas si ça vous là où je veux en venir, j'aime ce que vous dites sur votre grand-père et par rapport au fait que vous avez perdu ce bijou, ça me parle beaucoup dans ma cinéphilie, ça. Si, mais ça me rappelle même la fameuse phrase de François Truffaut quand il avait créé cette collection Les films de ma vie, qui disait qu'il parlait de ce film, un de ses films préférés, qui est Serenade à 3 de Lubitsch, et il disait que voilà, à l'époque, lui, quand il avait pu le voir déjà la première fois de sa vie, c'était déjà un miracle. C'était un film très difficile à voir à l'époque. Il avait pu le voir dans une rétrospective, sans doute. Et il disait que c'était quand il le voyait, il pouvait attendre des années avant de le revoir, voire peut-être jamais. Et quelque part, la cassette vidéo amenait quelque chose, justement, de pouvoir revoir indéfiniment un film, même si ça ne remplaçait jamais le côté sacré de la salle. C'était juste une consultation et un accompagnement de l'œuvre qu'on pouvait garder par la suite, après la première expérience originelle de la découverte. Mais du coup, il continuait dans cette phrase-là à conserver l'idée que non, ça reste miraculeux la salle et que peut-être on ne peut pas voir les films et qu'il faut attendre et que cette attente-là fait aussi partie de la magie, de la rareté et justement du désir qu'on peut avoir en face du cinéma. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Hein, mais moi, ce que je pense est opposé à ça, c'est plus l'idée du piratage et du tout de suite. On veut tout voir tout de suite, tout le temps, à l'instant même où les choses existent. Là, on est vraiment dans l'anti-attente, dans l'anti-désir, Mais la vidéo est un peu moins comme ça, parce qu'il y a quand même de l'attente, il faut se déplacer, il faut dépenser de l'argent, faut le prêter, des fois, il faut attendre qu'il soit retourné. Enfin, on est moins dans ce côté, oui, effectivement, cinéphagie, et boulimie culturelle, quoi, qui amène le piratage et d'autres pratiques.
Après, je vous dis ça, mais moi, je suis plus un enfant du salon de la télé. Donc, c'est-à-dire que même aussi dans les années, enfin, je suis 76, donc dans les années 80, c'était plutôt la télévision et les VHS qui ont été un moment, enfin, je veux dire, ça a été une porte ouverte pour nous et les DVD aussi, certainement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu de cela. Comment, avant qu'on parle de la boutique Potemkin, je voulais juste savoir, est-ce que très vite chez vous, le cinéma, c'était pas forcément qu'un divertissement, ce qui est extraordinaire déjà à la base, c'est l'origine et c'est superbe, mais qu'il pouvait y avoir aussi autre chose et que cette autre chose était souvent cachée et donc il fallait y aller, quoi, prendre des risques. Est-ce que ça c'est apparu chez vous très vite ou ça a mis du temps? Pas si tôt. Comparé à des gens à qui je parle souvent avec des cinéphiles, enfin moi je connais des gens qui faisaient le mur chez leurs parents à 12 ans pour aller voir des David Lynch ou des choses comme ça. Moi j'en étais pas là à 12 ans, j'avoue. Moi après j'ai grandi à la campagne, donc loin un peu de la marmite comme ça, culturelle et cinématographique qu'on peut avoir quand on grandit à Paris. Mais du coup non, moi c'est vraiment, je dirais, vers 18-19 ans, donc relativement tard. Enfin j'aimais évidemment, j'avais une certaine passion du cinéma, mais effectivement, plutôt commercial, mais avec des films qui m'ont marqué à vie. Il y a voilà, comme beaucoup de gens, mais quand j'ai vu Le Magicien d'Oz à 10-12 ans, ça m'a marqué à vie. Mais je ne me rendais pas compte de l'importance du film ou du film que je voyais à cette époque. Mais non, je pense que c'est vraiment avec la découverte du cinéma de Stanley Kubrick, vers entre 17 et 20 ans, ça s'est allé, que j'ai vraiment compris la réalité de la mise en scène et de ce que c'était le cinéma en tant qu'art. Ouais. Et vous aviez envie d'écrire sur les films que vous voyez, donc d'être finalement dans une forme d'exercice critique, littéraire ou autre chose, c'est-à-dire plutôt en fabriquer des films? Plutôt, ouais. Surtout que quand je vous parle de Kubrick, il y a un lien très important avec Kubrick, c'est ma découverte de 2001, qui pour moi a totalement, synthétisé ou c'est un peu ma matrice pour parler de ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire le cinéma qui est non verbal. Enfin là, c'est-à-dire que le cinéma est un médium surtout de son et d'image, et que la parole, pour moi, le cinéma parlant est devenu très vite du théâtre filmé, et c'est un peu ce que ça a été trop souvent dans l'histoire du cinéma. Et moi, j'aime le cinéma quand il est assez mystérieux et quand il n'explique pas tout par les dialogues et la parole. Et c'est pour ça que quelque part, j'aime le cinéma en plus que la littérature ou plus que d'autres arts, parce que je suis plus de ces médiums-là, son et images, que de l'écrit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou un autre, je connais un peu votre parcours, donc c'est peut-être des répétitions, ça c'est certainement, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou un autre, on se retrouve dans un endroit, on le crée et on vend on est dans l'aspect commercial, donc on vend des films, enfin des DVD. Donc, j'imagine, est-ce que c'était, comment dire, est-ce que ça a été un hasard? Voilà, est-ce que c'est un hasard d'avoir fait ça ou il y avait autre chose derrière? Il y a un peu de hasard toujours peut-être, mais en fait c'est assez simple, c'est que moi je grandissais encore dans les Yvelines. Alors c'est pas souvent on me dit les Yvelines c'est la banlieue parisienne, mais moi j'étais quand même loin dans les Yvelines, donc vraiment à la campagne où il n'y avait pas de salle de cinéma à moins de 40 minutes de voiture et voilà, il y a plein de choses qui n'étaient pas disponibles proche de là où on habitait. Donc le DVD est tout de suite devenu quelque chose de très important pour moi. Donc j'ai vraiment fait ma culture, ma cinéphilie avec le DVD, avec les versions sous-titrées, etc. J'ai vraiment pu démarrer comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai une haute importance de cet objet-là. Enfin ça c'est un objet très important pour moi. Et en fait je me suis, au moment où on commençait un petit peu à moi voilà, pour vous raconter un peu mon parcours, on avait avec mon frère, on avait lancé une start-up plutôt musique sur un genre de radio musicale qui était en gros un site de streaming un peu avant Deezer, Spotify et tout ça, un peu trop tôt, hein, on était en 99 à l'époque, donc on était on arrivait trop tôt, donc ça a pas vraiment bien marché, mais du coup moi je suis un peu passé à autre chose. Et non, à cette époque-là, je consommais encore beaucoup de DVD et je me disais, notamment avec mon père aussi, qui était un très grand cinéphile et à qui on allait souvent acheter les DVD ensemble, qu'il y avait que la Fnac, quoi. On allait qu'acheter tout 99% de nos vidéos à la Fnac. Il y avait Virgin aussi à l'époque à Paris, comme Virgin, notamment le Megastore des Champs-Élysées, qui avait
rayon d'import incroyable et une collection incroyable de vidéos. Mais en musique mais voilà, aussi. c'était Et en musique aussi. Bien sûr, surtout en musique d'ailleurs. Mais c'est vrai Surtout en musique, ouais. il y avait aussi la partie cinéma qui était extraordinaire. Donc voilà, donc c'était ces grands palais là de la culture et de la consommation qui vendaient les DVD. Et je me suis dit, mais avec ce tissu de librairie qu'on a, pourquoi il n'y aurait pas l'équivalent un peu pour la vidéo? Alors, il y avait les vidéoclubs, certes, avec cette puissance de la location et notamment ces chaînes vidéo futures, etc. Mais il n'y avait pas d'indépendants, que ce soit en vente et même en location, parce qu'il faut savoir que je faisais un peu de location au début, justement pour louer des choses très différentes de ce que faisaient les autres, parce que à part les 10 blockbusters du moment, on n'avait pas grand-chose d'autre en location. Donc, c'était vraiment ce besoin de dire il faut une autre proposition pour pouvoir acheter ou louer des DVD que ce qui est proposé dans la grande consommation, quoi. Mais donc c'est comme ça que ça démarre. Voilà. C'est comme ça que ça a démarré. Mais est-ce que c'était important pour vous de vous lever, de sortir de chez vous et d'aller acheter le DVD? Je parle pas d'avoir ce DVD, d'aller l'acheter, ou alors de le recevoir, je sais pas, moi, enfin non, à l'époque c'était pas encore comme ça, mais surtout voilà cette idée même de se déplacer, soit pour aller voir un film dans une salle de cinéma, mais se déplacer aussi pour aller acheter un DVD. Est-ce qu'il y avait quelque chose de très important, ça aussi? Ah bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que là, encore une fois, je ne vais pas faire le grand, voilà, moralisateur qui punit les gens qui piratent, etc. Mais c'est vrai que au-delà de la démarche illégale, etc., qui fragilise le cinéma indépendant, tout ça, c'est vraiment, je pense, une démarche presque philosophique en face de comment on conçoit son rapport à l'art et à la culture. Et c'est vrai que même si on peut se dire que c'est quelque part, c'est dématérialisé la culture, on n'a pas besoin de choses basiquement, bassement matérielles. Mais en fait, on est nous-mêmes faits de matière, on est nous-mêmes dans un réel fait que de matière. Et cette chose-là de se déplacer physiquement d'un lieu à un autre, de prendre un objet qui symbolise, qui représente un film, de l'avoir dans sa bibliothèque, de l'avoir chez soi, de passer devant, de le consulter, de le manipuler, etc. Créer un souvenir, créer un rapport aux œuvres qu'on n'a pas du tout quand effectivement c'est juste des fichiers dans son ordinateur ou même du streaming, même pour parler du légal, hein, parce que effectivement c'est pas forcément lié à l'illégal, c'est aussi le système des plateformes, etc. où il n'y a aucun effort finalement de fait vers l'œuvre. C'est l'œuvre qui vient à soi, c'est tout qui vient à soi comme ça, et ça va que c'est unilatéral, ça va pas, il n'y a pas de chemin dans l'autre sens, quoi, en fait. Et ce chemin-là, pour moi, est essentiel. Ouais. Petite parenthèse qui n'était pas prévue. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je sais ce que vous pensez de celles et ceux qui téléchargent illégalement et qui remplissent leur disque dur externe de plein de films. Et on va dire il y a 3% de chances qu'ils voient les films, mais ils les collectionnent entre parenthèses. Je dis bien entre parenthèses. Et celles et ceux qui achètent donc le support physique, les DVD, les Blu-ray, qui les collectionnent, et quand on va voir leur bibliothèque, leur DVD-thèque, pardon, on s'aperçoit qu'ils n'ont même pas, qu'ils n'ont pas vu le film parce qu'il est encore plastifié. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est la même chose? Si je peux me permettre parce que c'est une question qui me travaille beaucoup. Il y a un aspect qui est la même chose, je pense, effectivement. C'est si je peux répondre à ça, je pense qu'il y a aussi ce truc-là de se dire c'est comme acheter tous les plus grands livres de la littérature, tous les grands auteurs russes, de les avoir chez soi pour se dire c'est quand même important de se donner l'idée que je les ai peut-être lus ou je vais peut-être les lire. Oui, ça se donne une identité un peu aussi culturelle peut-être, je sais pas, intellectuelle. Mais il y a ça, c'est peut-être le lien après il y a quand même une démarche qui est quand même différente, c'est accumuler des fichiers qu'on regarde pas, des films qu'on regarde pas, ou qu'on regarde 10 minutes, qu'on zappe, et vraiment acheter un DVD qu'on va pas regarder. Bon, on peut espérer qu'il va le regarder un jour quand même, quoi, et que quand même cette démarche-là qui a été faite, s'il a dépensé de l'argent, c'est quand même bon. Et puis j'ai envie de dire, au moins il a nourri le système culturel, et au moins il a participé à ça. C'est peut-être pour ça qu'il le fait d'ailleurs. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a aucun besoin de se cultiver, mais qui pense que c'est important d'accompagner la culture, donc il continue à acheter des DVD, quitte à les ranger chez lui et pas les regarder. Bon, c'est peut-être ça, mais en tout cas, bon, l'un est peut-être moins grave que l'autre, mais c'est vrai qu'à la base, il y a peut-être un phénomène assez comparable de manque d'intérêt, un peu de fainéantise, un peu peut-être par rapport aussi à
aux œuvres qui sont un peu plus complexes que les autres, que d'autres. Oui, d'avoir peur, c'est la fameuse question. Ça, pourquoi il y a des films, pour des raisons qui me dépassent, on en a peur, alors que quand on commence à y rentrer, on se dit, mais c'est extraordinaire, pourquoi je suis passé à côté de ça, quoi. Mais ça, je peux comprendre quand même, parce que moi, quand j'ai découvert notamment des artistes qui plus changé mon rapport au cinéma et qui est devenu mon auteur favori, je pense, qui est Andreï Tarkovsky. Lui-même avait dit dans son livre Le Temps scellé, il avait comparé l'idée de lire un grand livre, de lire Tolstoï par exemple, c'était presque plus difficile que de l'écrire, parce que l'effort qu'il faut faire pour vraiment comprendre l'intention de l'auteur, rentrer dans la tête de son auteur, rentrer dans sa démarche, était plus difficile que lui qui s'est sorti de lui, l'auteur. Donc quelque part, il y a peut-être des moments où il y avait des trous, il y avait besoin d'aller chercher vraiment l'inspiration, mais à partir du moment où ça vient de soi, ça vient de soi. Mais quand il faut faire cet effort-là vers l'autre, encore une fois, ça rejoint ce que je disais, quand on se déplace pour aller voir un film, quand on fait l'effort d'aller voir un film important, il y a une démarche vers quelqu'un, et c'est la même chose un peu quand on lit un grand livre. Je pense qu'il faut faire une vraie démarche et essayer de comprendre ce que nous dit l'autre. Et donc, moi, je sais qu'avec, il y avait notamment un film, je savais qu'il était très important, mais aussi complexe et peut-être un peu difficile d'approche, c'est qui était Stalker. Entre le moment où je l'ai trouvé à l'époque, il existait qu'en import anglais en vidéo, assez rarement en salle. Entre le moment où je l'ai acheté et le moment où j'ai regardé, je pense qu'il s'est passé presque 5 ans. Parce que voilà, c'était jamais le bon moment. Je sais pas. Il fallait que je sois vraiment, je me sente là. On va se rencontrer, ce film et moi. Mais c'est pas assez simple. C'est pas là. Tiens, si je regardais ça et moi, je sais qu'il y a plein d'amis comme ça qui me disent, oh, ton film là, il m'a déçu. Ou Tarkovsky, c'est surestimé, machin. Et je dis, reviens-y. Je critique même pas. Je dis pas, mais toi, comment tu peux dire ça? Je dis, bon, peut-être que t'es passé à côté. Et souvent, c'est le cas. Et on y revient. Et là, se passe la vraie rencontre. Et c'est peut-être le bon moment où on était présent et disponible à ça. Et donc, non, c'est pas forcément évident, je pense. Quand quand la boutique Potemkin a été créée en 2006, donc à la base, si je me trompe pas, c'est d'abord vous vendiez des DVD. Déjà, premièrement, est-ce que très vite, très vite, vous avez imposé une couleur éditoriale, les films que vous proposez, et puis surtout, est-ce que vous les accompagnez? Parce qu'on parlait de Virgin, et donc Virgin, on va dire la grande époque, il y avait quand même, je sais pas, il y avait un truc qui fait que je connais beaucoup de personnes, dont certains qui sont sur YouTube, voire même certains qui ont même été jusqu'à créer leur propre magasin de vente de DVD, qui étaient extrêmement cinéphiles. Enfin, il y avait un accompagnement. Je dis ça au début de Virgin, bien évidemment. Oui. Mais il y avait de ça aussi un peu la Fnac. Il y avait des vendeurs beaucoup plus beaucoup plus cinéphiles, etc. Que maintenant, mais surtout il y avait plus une personne par rayon. Maintenant, c'est une personne qui gère la musique, le cinéma. Enfin, non, effectivement, ça a changé. Mais oui, mais en plus, alors déjà à la base, les gens qui sont là sont des cinéphiles, connaissent très bien ce qui est là et la sélection qui est faite, etc. Donc ça, par rapport au côté savoir, c'est là. Et après, l'autre aspect important pour que ça se passe, c'est juste le rapport de distance humaine. C'est-à-dire que s'il y a une personne dans un grand truc de 1000 mètres carrés, il va pas pouvoir conseiller tous les clients. D'ailleurs, on les cherche, on les trouve pas. Du coup, on se fait pas conseiller. Ma boutique, elle est relativement petite. On est toujours à moins de 5 mètres du client, quoi. Enfin, il est pas si loin. Donc, il y a juste à se tourner la tête, à faire un petit signe. Voilà. Si jamais nous, on est occupé, parce qu'on n'est pas toujours là derrière le client. Et d'ailleurs, par respect pour le client, parce que c'est souvent chiant d'être derrière. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez besoin d'un conseil? Enfin, on garde un peu notre distance. On respecte le client. Mais en tout cas, on est toujours là pour évidemment conseiller. Et quand on voit que quelqu'un cherche un peu plus, là, on va à sa rencontre et on lui pose, on lui propose de le conseiller. Mais effectivement, c'est essentiel et c'est même quelque chose qui est beaucoup revenu d'ailleurs avec le confinement, avec le côté non essentiel, cette histoire des librairies qui était non essentielle. Et donc moi, Potemkin, la boutique considérée comme une librairie, et de comprendre ça, en fait, ça a révélé aux gens l'importance que c'était. Ils le savaient, mais là d'un coup, on s'est dit ah oui, mais en fait oui, c'est essentiel. Et puis il y avait Amazon à côté de ça qui prenait tout le marché. Ah oui, il y a méchant. Mais non, ils ont en fait quelque part ils ont compris qu'il y avait une indépendance à vraiment conserver qui était fragile et qu'il fallait faire peut-être un effort d'aller vers ces boutiques-là. Et on a eu un retour un peu presque la boutique a bien marché vraiment pendant
enfin deuxième partie on va dire de 2020-2021 là, pendant le Covid, et ça s'est maintenu. Hein. Enfin là, la boutique marche plutôt bien en ce moment. Donc ce rapport-là du conseil, du rapport humain, de la proximité, j'ai l'impression que ça revient quand même. Et tant mieux. Mais une petite parenthèse, quand effectivement il y a eu cette histoire d'essentiel, de non essentiel, c'est vraiment une petite parenthèse pour le coup. Et quand on apprend que ce qu'on a donné, ce qu'on fait, ce qu'on donne tous les jours, finalement c'est non essentiel à l'image, enfin pas à l'image, mais oui par rapport au gouvernement, par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a comme ça, pendant quelques secondes, une espèce de comment dire, comme si on prenait un marteau et on vous tapait dessus, quand même, il y a un truc qui va pas. Est-ce que ça a duré quelques secondes, peut-être de nous dire qu'on ferme parce que c'était pas essentiel, vous voulez dire, ou non, pas de ça, mais de se dire que on est vu soit par la culture, par le ministère, par les ministères, par le gouvernement, comme finalement quelque chose de non essentiel. Ça doit être bizarre à gérer ce sentiment-là. Oui. Ouais. Je vous avoue que moi, non, il y a un moment donné, très, je veux dire, à un moment donné, il faut revenir aussi à la réalité des choses. C'est que concrètement, s'il n'y a plus de toute culture, peut-être que la morale et l'esprit humain se délitent petit à petit, mais il ne meurt pas. Je veux dire, on ne meurt pas parce qu'on ne regarde pas de film et qu'on ne lit pas de livre et qu'on n'écoute pas de musique. Par contre, on meurt si on ne mange pas, qu'on ne boit pas, etc. C'est un peu des clichés que je fais. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, par rapport en tout cas à ce moment-là d'urgence absolue dans lequel on avait l'impression d'être, si on y était ou qu'on n'y était pas, cette pandémie, on peut se dire qu'effectivement, là où, si ça c'était un danger de mort d'aller si c'est la réalité, c'était un danger de mort d'aller dans une librairie, on se dit que c'était pas essentiel d'aller dans une librairie pour risquer sa vie. Et on peut comprendre cette idée-là en soi. Ça paraît un peu fou, mais ça n'empêche que oui. Mais après, est-ce que vraiment c'était ça la réalité? Bon, ça après on pourrait en discuter longtemps. Oui, c'est vrai que. Mais en soi, oui. C'est pas tout à fait stupide. Mais non, c'est vrai qu'en vous posant la question, je me suis dit, mais en fait, je vous la pose parce qu'on est en 2022, mais il y a 2 ans de cela, c'est vrai que les situations étaient totalement différentes. On parlait de ça. Effectivement. En plus, les gens qui vont au cinéma, tout ça, il y a une bonne proportion de gens un peu âgés. Oui, bien sûr. Voilà, on ne va pas faire risquer la vie On referme la parenthèse. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous décidez d'aller encore plus loin? C'est-à-dire donc d'éditer vos propres DVD, Blu-ray et de les distribuer. Quel a été le déclic? Là, en fait, c'était vraiment une rencontre parce que tout à l'heure, vous avez dit que j'étais un des cofondateurs, mais en fait, je suis vraiment l'unique fondateur. Alors, autant pour moi, excusez-moi. Non, mais c'est pas ça, c'est juste pour mieux vous expliquer la suite. Donc, je fonde vraiment tout seul la boutique en 2006, donc il y a 17 ans. Un peu plus. Et en fait, donc, c'est quoi? Assez rapidement, en 2008, je crois, 2008-2009. Je rencontre donc Benoît Dalle, qui était à l'époque éditeur chez un éditeur qui s'appelle La Vie est belle, qui est une boîte de production, qui a notamment, à l'époque, ils éditaient L'Homme qui dort, un film que j'aime particulièrement d'ailleurs. C'était pour ça que j'avais rencontré cet éditeur et que j'avais du coup rencontré Benoît Dalle, qui avait eu un gros coup de cœur avec la boutique et du coup venait très régulièrement à la boutique, m'apportait des DVD, me disait c'est super ce que tu fais. Et lui-même était un peu frustré de son travail chez La Vie est belle en tant qu'éditeur, parce que c'était un truc très optionnel, l'édition chez La Vie est belle, parce que c'était pas leur activité principale. Donc il m'a dit, mais toi, ça te dirait pas de faire de l'édition par rapport à ce que tu fais, ça a du succès, la boutique, tout ça. Je dis, oui, mais là, je viens à peine de commencer, peut-être plus tard. Voilà, je me dis ça peut-être plus tard. Et puis il revenait, à chaque fois on en parlait, et puis il s'est dit, non, mais allez, pourquoi pas, voilà, moi, j'ai un peu du temps, si tu veux, si toi, c'est une question de temps et de potentiel, de capacité à le faire maintenant, on peut faire ensemble. Et voilà, ça a démarré comme ça, du coup, il a quitté sa boîte, il a démarré dans la cave de la boutique. Il était à son bureau et on a démarré les éditions comme ça, assez vite en fait. Ça s'est fait vraiment. On n'a pas discuté plus que ça. Et avec puis avec ce fameux film aussi, c'est aussi, il y a eu cette envie-là et cette rencontre, et aussi ce film qui a créé un espèce de choc, d'électrochoc. À se dire il faut l'éditer vite, c'était le fameux Requiem pour un massacre, qui est un film vraiment très important pour l'histoire de Potemkin. Et que donc j'avais commandé par un client, ça c'est un truc qui arrivait souvent, c'est que je découvrais comme souvent des films plus ou moins importants
grâce aux demandes des clients qui demandaient un film. Et moi, je me débrouillais toujours parce que ça, c'est une des forces de Potemkin qu'on a toujours gardé. C'est que si une édition existe dans le monde, on la trouve et on la ramène à la boutique et le client, voilà, on la trouve pour le client. Donc, cette édition-là, russe, j'avais réussi à la trouver. Donc, j'avais commandé un pour le client et un pour moi, en me disant, je n'avais même pas entendu parler du film, moi, à l'époque. Hein. Ah oui, d'accord. J'en avais presque un peu honte parce que c'est vrai que des films aussi importants comme ça, dont on n'entend pas parler, on se dit, mais attends, mais comment c'est possible d'être passé à côté de ça et c'était un choc monumental. Et du coup, on s'est dit, mais il faut l'éditer tout de suite. Voilà, c'est pas là, pas demain, pas. Et c'est comme ça que ça a démarré du coup rapidement. Comment vous pouvez expliquer, alors cette question elle est un peu facile certainement, mais enfin, qu'il y a comme ça des films, à l'époque en tout cas, Requiem pour un massacre par exemple, où je pense par exemple notamment, il y a un film là aujourd'hui que je rêverais de, là pour le coup, de l'acheter même en DVD Blu-ray, c'est Frontières chinoises qui est introuvable, sauf en import. Hein. Et je sais que tous les cinéphiles se prennent la tête là-dessus, mais la question c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, alors je pense que vous allez me donner une réponse sur l'économie du marché et c'est très bien parce que parfois il faut aussi comment dire, être dans la réalité des choses. Comment vous pouvez expliquer que, par exemple, Requiem pour un massacre, vous disiez que c'est quand même un chef-d'œuvre, c'est un film important, que par un concours de circonstances, on ne peut pas le trouver en DVD. Je parle de quand on est en France. Est-ce que c'est dû à des problèmes plutôt économiques, de droit ou je ne sais quoi, ou alors peut-être aussi parfois une forme de méconnaissance un peu de l'histoire du cinéma en général? Est-ce qu'il y a de cela aussi? C'est un cas un peu particulier avec Requiem pour un massacre, hein, parce qu'il y a plusieurs aspects en fait. C'est pas le meilleur exemple pour en parler parce qu'il est tellement spécial que s'il ne représente pas forcément les autres cas qui pourraient être comparables. C'est que le film déjà, le statut du film en France était très spécial. C'est qu'il est sorti donc, dans les années 80 après sa réalisation, hein, je crois 85, 86, et très rapidement, même s'il avait eu quelques bonnes critiques, il a été considéré comme un film quasi propagandiste russe, quoi, parce qu'on faut rappeler que c'était encore la guerre froide, on est avant la chute du mur, et c'est un film qui était quand même assez radical dans sa vision, même s'il n'est pas pro-russe totalement, mais quand même, bon, il y a quand même les méchants nazis et les gentils russes. Mais surtout, c'était voilà, de montrer que cet aspect-là et il n'y avait pas d'Américains, il n'y avait pas d'Européens. C'était un peu, voilà, il était un peu considéré, c'était un peu compliqué. Et donc, il était sorti dans assez peu de salles. Le fameux, maintenant c'est l'Arlequin, mais c'était j'ai oublié le nom, qui avait un nom russe à l'époque, le cinéma qui est près de Montparnasse, là. Et qui passait tous les films russes. Et après, en fait, assez rapidement après ça, il a été, je pense, enfoncé par toute une partie d'une cinéphilie, on va dire, un peu déviante. Enfin, déviante. En tout cas, il y a un style de cinéma qu'on appelle le Nazi exploitation, et qui est sur tous les films où il y a des nazis dedans, où ça, voilà, où ils sont souvent assez violents. Il est rentré dans ce cadre-là, et notamment il y a une VHS qui est sortie chez un éditeur très bizarre, qui avait mis des signes-SS sur tous les coins de la jaquette, avec les plans les plus horribles sur la jaquette, voilà, pour vendre du film de nazi, quoi. Et donc il était parti là-bas, il était parti dans cette case-là, un peu de film à choc pour gens qui veulent se donner des frissons. Et il était sorti en fait d'une cinéphilie classique, voilà, et ça l'a un peu rangé comme ça. Donc il y a cette partie-là de rapport au film, et puis après le fait que ce soit un film russe, donc que vend notamment, enfin, les équivalents des Gaumont et des pâtés, tout ça russe, et ben c'est mine de rien, c'est très compliqué d'avoir accès à ces gens-là et ces droits-là. Et je sais qu'il y en a pas mal qui ont essayé, et bon, bah, voilà, nous, on a fini par y arriver, mais c'est pas toujours évident. Ils ont des conditions quand même très compliquées, et voilà. Si on est un peu plus regardant sur le côté financier, économique et rentabilité, je pense qu'il y a quelques éditeurs qui font non, dans ces conditions-là, on n'y va pas, quoi. Et nous, on sait ça valait quand même le coup d'y aller. Mais voilà, c'est pour parler de ce cas-là. On est en 2022, vous connaissez maintenant très bien ce que c'est que l'édition DVD, la distribution. En 2022, est-ce que vous pouvez me dire des choses que vous ne referiez plus en tant qu'éditeur et distributeur DVD? Bonne question. Pas bonne question. Question où je n'ai pas vraiment de réponse, surtout. Que je referais plus. Non, mais peut-être des coffrets qu'on n'arrive même pas à sortir de la boutique tellement ils sont gros.
ce qui Ah oui. forcément est un peu. Non, mais non, je rigole, mais c'est que notre travail éditorial le plus fou quelque part, et pour le coup on le refera jamais, mais c'est pas parce que c'est une erreur, c'est parce que c'est pas viable en fait. C'est hors des réalités économiques, éditoriales, etc. C'est notre intégral Eric Romer, donc avec 26 longs métrages, plus des cours, plus les pubs, enfin il y avait vraiment tout en DVD, plus Blu-ray dans un même coffret. Donc c'était un truc comme ça, quoi. Et donc tout simplement, si on repérait ça dans un magasin, qu'on se dit ah tiens je le veux, bah, il fallait prévoir la valise, etc. pour repartir avec. Donc quelque part c'est anti-commercial total de faire ça, parce que fallait forcément se le faire livrer ou le commander par internet. Mais voilà, bon, enfin c'est un peu anecdotique, mais c'est vrai enfin ça c'est plus possible malheureusement quelque part de faire des choses Ouais, mais qu'est-ce pareilles. qui vous a poussé à faire ça, voilà, à vous occuper de. Enfin, oui, de sortir l'œuvre entière d'un cinéaste comme Robert. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou un autre, vous vous posez, vous dites on va faire ça? Là, j'ai envie de dire que la première chose, c'est vraiment la rencontre avec cette magnifique maison entreprise qui s'appelle Les Films du Losange, qui est quand même une des plus anciennes boîtes de distribution encore en activité, et surtout qui est restée telle qu'elle était à l'origine, avec les mêmes personnes, avec la même indépendance, avec ce même travail quasi artisanal et de passionné, et avec ce catalogue magnifique dont sont producteurs. En plus, c'est un catalogue, c'est pas des catalogues qu'ils ont rachetés au petit à petit, c'est vraiment leur bébé, quoi, contrairement à tous les autres cataloguistes qu'on peut connaître. Et donc c'est vraiment la rencontre avec ces gens-là, et le moment où ils restauraient donc tout Romer. C'était vraiment plus le début des grandes restaurations d'œuvres. Enfin, c'était pas encore très très en place ce phénomène, parce que c'est devenu presque un phénomène des restaurations de cinéma patrimoine. Enfin, Lumière à l'époque n'existait pas, le festival Lumière qui est à Lyon tous les ans, donc en octobre, qui est un festival de patrimoine, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce festival n'existait pas. Même Cannes Classique, qui est la section cinéma classique patrimoine à Cannes, n'existait pas. Enfin, il n'y avait pas du tout cette considération du cinéma de patrimoine et des classiques qu'il y avait à l'époque. Donc c'était assez dingue. Et puis c'était aussi on était quand même encore jeune, je veux dire, oui, dans une certaine pas naïveté, mais quasiment des questions économiques, etc. Et on n'avait peut-être pas, si vraiment on avait fait un business plan très très précis de ça, on serait fait oulala, c'est quand même compliqué là. Et voilà, quelque part, c'est aussi une certaine folie de l'époque qui nous a permis de faire ça. Et là, je pense qu'on y réfléchira peut-être un peu plus. Et aussi, c'est aussi une question. Le marché a aussi changé. Il faut dire ça. C'est qu'on ça s'est quand même un peu réduit le potentiel de ces objets-là aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, comment était l'état des lieux du DVD? Est-ce qu'il se vendait bien? Et aujourd'hui, est-ce que c'est mieux ou ça a changé? Ça se vend. Enfin, les gros succès sont moindres. On fait plus. Enfin, ça devient très rare de faire des 5 ou 10 000 exemplaires d'un titre ou d'un coffret, ce qui arrivait quand même assez souvent. Je dirais pas jusqu'à dire souvent, mais quand même régulièrement il y a quelques années. Ça n'arrive plus quasiment du tout. Par contre, je dirais qu'il n'y a pas non plus une chute globale, c'est-à-dire qu'il y a une stabilisation aussi dans une certaine. Il y a une certaine niche qui s'est créée un peu comme moi je compare ça avec le vinyle un peu. C'est-à-dire que le vinyle a repris il y a maintenant un certain temps, et on pensait que ça allait faire un phénomène de mode et retomber. Et ben ça retombe pas. Et je pense que vraiment les vrais, qu'on appelle ça, l'équivalent des cinéphiles pour la musique, musicophiles, Les mélomanes, on dit les les mélomanes. mélomanes, oui, les mélomanes. Ouais, Oui. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un rapport à ce support-là. Il y a vraiment à avoir collectionné les vinyles. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait des gens qui achètent, des gens qui m'ont raconté à la Fnac, qui m'ont dit qu'il y a des gens qui achètent des vinyles juste pour les afficher chez eux et qui ont même pas de platine, par exemple. Donc il y a ça aussi, mais ça c'est voilà, donc ça existe. Mais je pense que surtout c'est pour des gens qui sont vraiment vraiment passionnés et que ça va rester en fait. Notamment et même plus ça va aller dans le dématérialisation, dans le succès des Spotify, etc. Plus on a besoin et envie d'avoir aussi cette partie-là qui sera évidemment plus petite, hein, plus fragile, mais qui va vraiment rester dans le temps. Et je pense que c'est à peu près pareil pour la vidéo. Ce qui fait que d'ailleurs, on est dans un espèce d'âge d'or entre les restaurations magnifiques
et le fait que les gens qui sont encore acheteurs, finalement, ils sont prêts à mettre peut-être un peu plus même d'argent qu'un simple boîtier plastique à marais avec un film voilà, à 15 ou 20 euros, et qui, pour un film qu'ils veulent vraiment, un film qui est important pour eux, sont prêts à mettre 30 ou voire même 40 euros pour avoir un livre, un objet. Là, il y a la grande mode des objets, des packaging métal, par exemple, qui coûtent du coup sensiblement plus cher. Nous, on va en faire quelques-uns en fin d'année, là. Donc voilà, je trouve qu'il y a un peu, une certaine âge d'or de l'édition vidéo, malgré le fait que ce soit pas le plus grand, le moment du plus grand moment du succès, on va dire, en termes de quantité, quoi. Mais en termes de qualité, c'est pas mal. Est-ce que, c'est peut-être une question un peu bête, certainement, mais est-ce que ça vous gêne pas d'être... Moi, ça me gêne pas du tout, mais je vous la pose quand même, on sait jamais, sait-on jamais. Est-ce que ça ne vous gêne pas que Potemkin soit associé à la cinéphilie? Je sais que très souvent, quand on en parle ou quand je lis des articles concernant la boutique Potemkin, très souvent, le mot cinéphile revient constamment. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous gêne dans l'idée même que le cinéma, finalement, doit être ouvert à tous, vraiment à tous? C'est-à-dire que même si c'est des gens qui n'ont pas l'habitude, par exemple, de voir du Tarkovsky ou du Bresson, il peut se passer des choses comme ça. Est-ce que le fait d'enfermer Potemkin dans une espèce de case, est-ce que c'est quelque chose qui vous a gêné peut-être? Oui, non, non, je dirais plutôt non, mais déjà, cet enfermement-là, il est pour ceux qui sont qui le savent quelque part. Enfin, je veux dire, la boutique, elle est dans un endroit assez populaire de Paris, qui est le canal Saint-Martin. Je veux dire, il y a des gens très divers, c'est des gens qui sont assez peu cinéphiles qui passent par là, qui sont très contents de racheter le film qu'ils leur ont marqué quand ils étaient ados, de l'offrir. Enfin, il y a encore quand même ce rapport au cinéma-là qu'on connaît toujours et heureusement. Mais non, du coup, non, j'ai envie de dire tant mieux qu'il y ait ça, mais il y a aussi autre chose, voilà. Mais ça, c'est aussi bien de l'avoir, comme ça. La cinéphilie, c'est aussi que c'est un endroit où ils se sentiront bien. Voilà. Mais ce n'est pas que ça, oui. Nous d'ailleurs qu'on on a ouvert un petit café, donc on peut venir aussi si on a envie ni d'acheter un film, ni d'acheter un livre, parce qu'on a aussi librairie et vinyle d'ailleurs, on a aussi la musique de film, mais on a aussi du très bon café et du très bon thé. Et puis surtout, vous organisez des rencontres. Et bien sûr, on organise aussi des rencontres. On est vraiment dans une proposition éditoriale pour le coup, parce que là, vous accompagnez aussi des cinéastes ou des écrivaines de cinéma, donc il y a quand même aussi une envie de dire, voilà les gens vers qui on va, et ça peut être intéressant que vous y allez, vous aussi. Donc ça, c'était quelque chose qui était évident, certainement. C'est devenu évident assez vite, en fait, au début, dès qu'on a commencé les éditions, en fait, c'était, je crois que c'est avec le coffret Jacques Rosier, qu'on a édité, je crois, le 3e, 4e projet éditorial qu'on fait, je crois. Et là, on s'est dit, mais entre déjà la rareté de cette œuvre-là, où Jacques Rosier, plus personne ne savait ce qu'il devenait, etc., depuis pas mal d'années, on s'est dit, il faut forcément faire un événement, et ça a démarré comme ça. C'est la première rencontre, c'était pour faire un événement autour du coffret Jacques Rosier. Et tout de suite, on s'est dit, mais c'est évident, quoi. Il faut continuer ça entre le lieu, ce qui se passe en termes éditorial, que ce soit pour le patrimoine ou pour le contemporain, et ça, depuis ça n'a jamais arrêté. On a fait évoluer un peu la typologie des rencontres, on ouvre un peu plus sur d'autres aspects, mais ça, c'est effectivement c'est un aspect très important, et aussi très important même pour les cinéastes eux-mêmes, qui sont souvent très contents parce que en fait, ce qui se passe souvent, un des modèles de rencontres les plus réguliers, c'est un film qui sort, un film contemporain quand même, pour rester dans une actualité, et puis faire aussi l'idée de faire venir du monde avec des gens qui sont dans une actualité et un peu connus. Donc c'est des films contemporains qui sortent donc en vidéo, donc 4 mois ou 3, 4 mois, 6 mois après. Et le fait de venir dans un endroit à échelle humaine et décalé du moment de promotion, je sais qu'il y a de nombreux cinéastes nous font la réflexion de dire que c'est vraiment important pour eux, et que c'est vraiment de plaisir et de partage qu'ils n'ont pas, même quand ils font leur tournée promotionnelle d'avant-première, etc. Et je sais que notamment Arnaud Desplechin avait pas mal insisté là-dessus, sur dire que c'était vraiment un moment privilégié pour lui. Voilà. Donc voilà, on est vraiment content de ces rencontres.
Et puis surtout, dans vos comptes qu'on peut trouver, je mettrai toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo, mais il y a aussi le fait qu'il y a une durée qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on vraiment, là, pour le coup, il y a vraiment le temps, c'est prêt pour la conversation. C'est une conversation, en fait. C'est pas une interview, c'est vraiment une conversation. C'est ça, tout à fait, ouais. Avec Manfred Long, hein, qui s'occupe donc il y a deux personnes qui s'occupent de la boutique, hein, Franz et Manfred, et qui sont, Manfred qui sont vraiment sur les rencontres et qui faisait des présentations et qui dirigeait les salles MK2 à une époque, les salles MK2, et qui du coup est vraiment très impliqué là-dedans. Et effectivement, c'est vraiment des discussions. Et en plus, il y a souvent des qui reviennent. Donc il y a des discussions qui comme ça, on c'est de continuité, de film après film, parce qu'il y a une vraie fidélité aussi qui se crée avec certains auteurs et certains cinéastes, scénaristes, etc. Et ouais, c'est quelque chose de très important pour nous. Dernière question, celle-là, on vous la pose constamment, j'en suis persuadé, mais je sais que dans cette communauté cinéma de YouTube, il y a pas mal d'émissions qui se font et souvent cette question revient sans cesse. C'est toutes ces plateformes qui sont là, qui existent. Est-ce que pour vous, ça peut devenir dangereux ou c'est différent? Non, c'est... Parce qu'en plus, enfin, de ce que j'ai apparemment compris, c'est que par exemple, enfin, il faudra vraiment vérifier ça de chiffres, j'ai pas vraiment de preuves concrètes, mais j'ai l'impression que c'est comme le fameux vu à la télé, un film par exemple qui est diffusé sur Arte, qu'on sort en vidéo juste après, ben, on pourrait se dire, bah, ça va nous prendre, bah, ceux qui l'ont vu, ils vont pas le racheter. Ben, en fait, si, par exemple, si on l'a vu, ben, il y a, on va dire 10, 20%, 30, 50% qui disent, ah, c'était génial, je veux le revoir. Et du coup, ben, vont acheter la vidéo ou sans le revoir, qui veulent l'approfondir, donc, du coup, voir les travails éditorial qu'on fait derrière, avec les suppléments, etc. Et du coup, je pense que ouais, que quand même, quand MK2 à une époque avait vendu quelques Fritz Lang, quelques Chaplin, etc. Je pense que ça c'est pas le même public, quoi. C'est pas parce que tu as vu un Chaplin sur Netflix que tu vas pas l'acheter ensuite en Blu-ray. C'est pas le voilà. Je pense que ce public-là est toujours là et c'est pas et donc je pense que même d'une certaine manière, ça peut presque nourrir. Après, faudrait pas qu'il y ait tout le catalogue, notre catalogue sur les plateformes. C'est un certain équilibre à avoir, je pense. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir ça comme les grands méchants et forcément se mettre en conflit, parce que je pense que c'est la pire des façons de faire. Ouais. Merci en tout cas. Toutes les informations concernant la boutique Potemkin, le site internet, il y a aussi la chaîne concernant les rencontres vidéo. Tout se trouve dans le descriptif de cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de vous entendre, de vous écouter parler de tout ça. C'était vraiment voilà. Et j'invite celles et ceux qui sont pas forcément qu'à Paris, mais il faudra un jour que vous y allez dans cette boutique parce que c'est juste incroyable. Vous êtes les bienvenus tous. Voilà. Merci à vous. C'était un plaisir en tout cas. Merci Samir. Merci. Bonne journée. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my